Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la présidentielle malgache relancée par la participation du candidat Randrian Solognac qui n'a décidé de ne plus boycotter la campagne dont le premier tour est prévu le 16 novembre. Jusqu'ici, l'ancien judoka était pourtant aligné sur le collectif des 11 candidats qui avaient décidé de boycotter l'élection. Nous verrons l'impact. Ce sont les poumons de la Terre essentiels à la régulation du climat et ils sont réunis à Brazzaville pour le deuxième sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux mondiaux, le bassin du Congo, l'Amazonie et le Bornéo-Mékong. Objectif, relancer la collaboration entre les pays concernés pour mieux préserver notre biodiversité. Et nous irons à Dakar retrouver sans doute l'un des plus grands peintres sénégalais dont le monde artistique célèbre les 50 ans de carrière avec une très belle exposition qui regroupe ses œuvres, mais aussi celles de grands artistes africains. Zulu Mbaye est l'invité exceptionnel de ce journal en direct depuis Dakar. On ouvre ce journal par la présidentielle malgache relancée ce jeudi par la décision d'un candidat de ne plus boycotter la campagne. Jusqu'ici, le collectif des 11 candidats avait décidé de ne pas y participer. Siteni Randrian Solognac rejoint la campagne, même s'il se dit toujours d'accord avec les revendications de l'opposition. Les explications avec notre correspondante Gaëlle Borgia. Une image résume à elle seule cette situation ubuesque, celle des panneaux d'affichage de campagne dans la rue. Chacun des 13 candidats a un espace d'affichage dédié, mais seul Andrade y a collé son portrait. Il était donc le seul à faire campagne depuis quasiment 2 semaines. De son côté, le collectif des 11 candidats boycotte toujours le scrutin. Il demande le changement des instances électorales qu'il juge illégitimes et favorables à Andrade. Mais il y a quelques jours, un deuxième portrait est apparu sur les espaces d'affichage de campagne. C'est celui de Siteni, un ancien judoka, vice-président de la Fédération internationale de judo, ancien député du parti au pouvoir avec lequel il a pris ses distances. Alors, pourquoi se désolidariser du collectif des 11 candidats ? Eh bien, Siteni répond qu'il ne peut pas laisser Andrade y aller seul. Concert géant avec des stars de la chanson, hélicoptère, omniprésent sur les réseaux sociaux, Siteni utilise les mêmes ressorts qu'Andrade. Reste à savoir maintenant si cette élection pourra être crédible avec seulement 2 candidats en campagne sur 13. Plusieurs centaines de Sénégalais ont manifesté ce vendredi à Dakar, au Sénégal, pour exiger la libération de ce qu'ils estiment être des détenus politiques arrêtés lors des récents troubles dans le Sénégal. Libérer Sonko, libérer les otages, abat la dictature étaient les slogans scandés lors de ce rassemblement. 12 ans après une première édition, un sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux mondiaux, considérés comme essentiels à la régulation du climat, se tient à Brazzaville. Il s'agit des bassins du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong. Objectif, relancer la collaboration entre les pays concernés pour mieux préserver notre biodiversité. Vivas Mambwana à Brazzaville. Mettre en marche un mouvement historique et accélérer la transition écologique, ce sont les enjeux principaux de ce sommet des 3 bassins forestiers tropicaux qui réunit plus de 3000 participants. Au Congo, le pays fait face à la déforestation, mais aussi ses tourbières, des grands bassins marécageux qui stockent plus de 3 ans d'émissions de gaz à effet de serre mondiaux sont menacés. En cause, la culture intensive et le changement climatique. Alors avec ce sommet, les défenseurs de l'environnement espèrent que les pays vont se présenter comme les gardiens de la biodiversité mondiale. La décennie 2021-2030 des Nations Unies et plus particulièrement le défi de Bonn qui porte sur les forêts tropicales, les tourbières et les mangroves prévoient un plan de conservation et de restauration des écosystèmes forestiers de 350 millions d'hectares sur 10 ans, car sans l'arrêt de la déforestation à l'horizon 2030, l'ambition commune de l'accord de Paris ne sera jamais atteinte. Selon les 2 derniers rapports du GIEC, c'est un chantier titanesque. C'est notre chantier.
Un chantier encore vaste et inexploré selon la société civile du bassin du Congo. Dans une lettre adressée au chef d'État des pays à l'initiative de ce sommet, elle met en garde contre l'exploitation forestière abusive. En 2018, un accord avait déjà été signé à Brazzaville. Le Congo s'était engagé à promouvoir la conservation des tourbières. Mais malgré ces engagements, ces bassins marécageux, essentiellement à notre vie, restent encore menacés par l'activité humaine. Face au Sénégal, terre de football, vous le savez, le rugby y est presque un sport marginal et exclusivement masculin. Le pays ne dispose d'ailleurs d'aucun terrain adapté et les joueurs s'entraînent avec les moyens du bord. Au milieu de ces hommes, Oumi Raimi incarne l'avenir du rugby féminin. La jeune rugbywoman se distingue par son talent sur le terrain et rêve de devenir une championne. Reportage d'Aminatou Diallo et Eli Mandao. Oumi n'a pas froid aux yeux. Elle va au contact de ses adversaires pour gagner du terrain. À 17 ans, elle fait la fierté de son club de rugby du quartier de Yoff à Dakar. Ici, elle s'entraîne 4 heures par semaine dans une équipe mixte. Elle s'est imposée comme l'une des taulières de son club, brisant les stéréotypes sur la discipline. Depuis petite, j'aime venir m'entraîner au rugby. Je me suis fait des amis et je pratique mon sport favori. C'est vraiment très cool. Au Sénégal, le rugby est relégué au second plan au détriment du football et de la lutte, le sport national. Le pays ne compte aucun terrain réglementaire pour la balle ovale. Oumi et ses coéquipiers sont obligés de s'entraîner sur des sables, des conditions difficiles qui ne découragent pas celles qui rêvent d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Son entraîneur n'a pas de doute sur ses capacités. Lorsqu'elle joue, elle se donne à fond. Son jeu, ses plaquages, tout ce qu'elle fait, elle y va à fond. Elle est jeune, mais elle est très prometteuse. On ne fait même pas la différence entre son jeu et celui des hommes. Nous avons de grands espoirs pour elle. Dans la maison familiale, la carrière de l'adolescente est au centre des préoccupations. Son père lui apporte un soutien inconditionnel. C'est un sport de force, certes, mais la force, ce n'est pas que du muscle. Elle est forte mentalement et elle croit en ce qu'elle fait. Et nous aussi, nous croyons en elle. Un jour, on espère la voir au plus haut de sa carrière. Et pourquoi pas en Coupe du Monde, où on la regardera à la télé. Oumi doit à présent intégrer un programme qui lui permettra de gagner du volume musculaire, étape indispensable pour rejoindre les sélections professionnelles et réaliser son rêve. Allez, je vous emmène à Bangui pour la 3e édition du TI Festival, un rendez-vous culturel majeur organisé par une icône de la musique centrafricaine, Idil Mamba. L'idée étant de valoriser les cultures du pays et promouvoir le vivre ensemble. Notre correspondant, ce reportage, Rolf Steve Domialeux et Mélina Bandio. Malgré les pluies de ces derniers jours, plusieurs centaines de personnes participent à cet événement. Le TI Festival, une belle opportunité pour valoriser les contes, les chants, les danses traditionnelles et les richesses culturelles de la République centrafricaine. Ça fait depuis ce matin qu'il n'arrête pas de pleuvoir, mais comme vous pouvez le constater, le public est là, la population elle est là. Ça veut dire qu'elle est impliquée, elle s'investit, donc elle a envie que ce festival vive, elle a envie que ce festival existe. TI Festival, c'est aussi l'exposition des produits de la pharmacopée, des ateliers de dessin, la sensibilisation des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive et des débats pour promouvoir ou bien encourager la paix et le vivre ensemble en République centrafricaine. Je pense que c'est la 3e édition. Vu la mobilisation, vu le nombre de participants actuellement, ça montre que la culture centrafricaine a vraiment besoin de ça. Et je pense que c'est tellement important pour notre culture. C'est un rendez-vous d'espoir pour tourner les pages sombres de la République centrafricaine. L'équipe de TI Festival prévoit d'organiser les prochaines éditions dans les villes de province pour promouvoir la paix et le vivre ensemble dans toute la République centrafricaine. Et on passe à notre invité de ce soir, un peintre iconoclaste plutôt rare dans les médias, roi des formes géométriques exaltant la culture africaine. Zulu Mbaye célèbre ses 50 ans de carrière et c'est à Dakar que nous le retrouvons en direct au musée Théodore Monod. Une exposition exceptionnelle lui est dédiée. Zulu Mbaye, merci d'être avec nous sur France 24. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors dites-nous, que ressentez-vous à l'idée d'être honoré de la sorte par cette exposition exceptionnelle ?
mais combler vraiment de mon vivant que cette célébration, ou pour dire en bon africain, cette commémoration soit faite de mon vivant. Je trouve que c'est quelque chose de très rare. Très souvent, les gens sont célébrés post-mortem. Et moi, j'ai eu la chance de vivre une célébration en tout temps, en étant vivant. Et voilà, donc, je suis comblé. C'est un grand honneur, un grand bonheur pour moi. Et véritablement, c'est une consécration que m'offrent mes collègues africains aujourd'hui. Justement, parmi vos collègues dont vous parlez, il y a des grands noms, hein, évidemment, de la culture africaine. Abdoulaye Konaté, El Hanoutsi, Charlie d'Almeida, pour ne citer que. Qu'est-ce que ça vous fait, justement, d'être célébré avec eux, qu'ils soient à vos côtés, justement, pour cette exposition? Mais c'est vraiment un grand honneur d'exposer à côté de ces célébrités que vous venez de citer, d'ailleurs. Abdoulaye Konaté, qui vient du Mali, Siri Kiki, le grand sculpteur burkinabé. On va parler aussi de Tony Okudjeni du Nigeria, Diki Sangale du Congo-Kinshasa et d'un groupe considérable d'artistes marocains. Aujourd'hui, donc, je suis entouré de 11 pays et vraiment c'est une consécration, une reconnaissance et j'en suis vraiment très fier. Alors dites-nous... Parce que ces noms que j'ai invités, je ne les ai pas choisis au hasard comme ça. Ah ben, on Dans imagine. chaque pays, il y a un artiste qui vous parle, qu'on connaît le mieux. Et donc voilà, j'ai fait, je crois, un très bon choix. Absolument. Aujourd'hui, j'ai une belle brochette de signatures africaines. C'est très bon choix. Alors, 50 ans de carrière, dites-nous en revenant au début de votre carrière, en 1970, ce qui a fait que vous vous êtes dirigé vers une carrière artistique, notamment lors des ateliers libres du professeur Pierre Lotz. Qu'est-ce qui a fait que le Zulumbaï, qui n'était pas encore Zulumbaï que l'on connaît aujourd'hui, a pu aller dans ces ateliers libres? Dites-nous. Quelque part, on dit que le hasard n'existe pas, mais c'est comme si c'était un hasard. Parce que jusqu'à ma classe de CM2, à l'âge de 11 ans, je ne savais pas ce que c'était la peinture. Je vivais dans un village très éloigné de la ville, à Ndiakhate, entre Thiès et Tivaouane, si vous connaissez le Sénégal. Et donc, je ne connaissais rien de la peinture. Arrivé au lycée Malick Sy de Thiès, en classe de 6e, 5e, je faisais du latin, que je n'appréciais pas beaucoup. Et dans mes cours, je faisais plus des dessins, des copies de l'époque, Zembla, Hakim, et ainsi de suite. Et voilà. En plus, je dois dire que je n'étais pas un enfant tendre. J'étais un élève un peu perturbateur. Et en 4e, on m'a mis, on m'a renvoyé du lycée. Et je suis venu à Dakar pour suivre d'autres études. C'est comme ça que, inopinément, je rencontre mon ancien professeur de latin qui me dit « Mais jeune homme, qu'est-ce que vous faites actuellement ?» Je lui dis « Monsieur, je fais de la comptabilité maintenant. » Il me dit « Mais où est-ce qu'ils sont vos dessins que vous faisiez pendant mon cours ?» Je lui dis « Mais peut-être à Thiès, je peux en trouver ou je ne sais pas. » Bon, effectivement, je le faisais comme ça, mais ça n'avait pas tellement d'intérêt précis pour moi. Et là, il me dit « Si vous en trouvez des exemplaires, jeudi, je mange chez un coopérant français, professeur à l'école des Beaux-Arts, et je vais vous le présenter. » Alors, pour moi, c'est déclenchant. C'est comme ça. Oui. Et le jeudi du rendez-vous, j'y allais et c'est comme ça que je rencontrais le professeur Pierre Lotz. Absolument. Et donc, il me conseilla de faire ces ateliers libres. Alors que moi, à l'époque, je voyais des jeunes de mon âge qui allaient à l'école des Beaux-Arts. Et donc, ça me faisait de la peine, vraiment. J'avais un complexe par rapport à ces jeunes de mon âge qui allaient à l'école des Beaux-Arts, alors que moi, j'étais sous l'aile d'un maître, bon, bien sûr, avec des peintres déjà confirmés, bien sûr, qui avaient déjà fini leur formation académique. Oui. Et l'histoire
va démarrer. Bien sûr, en 70 l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Alors, on est pris par le temps, mais Monsieur Zouloumbay, j'ai une question à vous poser assez rapide, mais sur le regard que vous portez aujourd'hui sur le monde de l'art contemporain africain actuel, donc celui où on est. Quel regard vous portez sur ce qui a beaucoup changé, évidemment, en 50 ans? Mais je dois dire, madame, un regard de désespoir. Comment dire, quand je vois autour de moi ce qui se passe au niveau des arts contemporains, je pense que la contemporanéité doit avoir une base, partir de nos fondements réels, de notre identité, de notre génie créatif, parce qu'on a un imaginaire fabuleux en Afrique. On est très riche, mais je ne vois pas pourquoi les gens, parce qu'on parle ici d'art contemporain africain, et cette nuance, je veux la relever, on ne fait pas de l'art africain contemporain, mais de l'art contemporain africain. C'est par exemple ce qu'on voit à la Biennale de Dakar. Absolument. L'art contemporain sénégalais, c'est l'art qui serait parti du Sénégal et qui irait vers le moderne, vers l'extérieur. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, ce que les jeunes, je vois les jeunes qui sont vraiment connus dans l'espace international aussi, ne font que de la copie. On a l'impression qu'on a peur de nous-mêmes, de ce que nous sommes. On vous entend. Du pied nos identités, notre génie. On vous entend. Merci Zouloumbay. Malheureusement, on est pris par le temps, mais merci beaucoup d'être venu. Merci. On vous souhaite une très belle exposition justement à Dakar, au musée Théodore Monod. Merci et merci à Elimane Ndao qui a rendu ce duplex possible. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Journal de l'Afrique. Merci à tous et restez avec nous sur France 24. African Corporation, un groupe RFI Talent. Découvrez le titre Moto Moto en session live, extrait de son album Unity. Traditionnel.